Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Innovation sous contrainte quand le Sustainable Cloud donne des ailes, organisé par Daveo en partenariat avec ManoMano. On voit que le chiffre des participants grimpe, on attend 1 ou 2 minutes et nous démarrons. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien dans le chat, à faire des petits coucous, vous dire bonjour. Hello Fabrice, coucou de Nantes, salut Rim, salut Caroline, salut Carrington. J'attends encore 1 minute et on démarre. Bonjour Maxime, bonjour Céline. Il y a des gens que je connais d'une vie d'avant. C'est bien. Ce petit melting pot, c'est parfait. On voit des gens en interne, des gens en externe, des gens d'une autre vie comme Michael. Donc, on sera ensemble pendant 1 heure et je vous dirai, n'hésitez pas au cours de la présentation à poser des questions. Nous, plus c'est interactif, plus on trouve ça vivant et en général, plus vous ressortez avec des informations qui sont actionnables après pour vous en entreprise. Donc, n'hésitez vraiment pas. Je regarde juste la liste des participants. Allez, on va démarrer tranquillement. Alors déjà, je voulais démarrer parce que nous sommes le 30 janvier, il me reste quand même encore 1 jour pour vous souhaiter une très très belle année 2024. Et comme c'est Daveo qui organise ce webinaire, au vu de notre ADN, ça va être une année pleine d'innovation, de challenge et de réussite grâce à l'intelligence collective que je vous souhaite pour cette année. Daveo, s'il y en a quelques-uns qui ne nous connaissent pas, on est une société de conseil. On est membre du groupe Magellan Partenaires et nous sommes spécialisés dans le product, la tech et le cloud avec comme partenaires AWS et GCP. On est présent dans 5 villes en France, à Paris, Lille, Nantes, Bordeaux et Lyon. Et on a créé en 2021 le festival Rock & Cloud avec des meet-ups et des concerts chaque jeudi du mois de juin. On vous réserve encore un très très beau programme pour l'année à venir. Et vous pouvez juste nous suivre tout simplement sur les réseaux sociaux et notamment sur la page LinkedIn pour avoir plus d'infos. C'est là-bas que ça se passe. Alors au travers justement de ce festival et des meet-ups, nous on prône l'une de nos valeurs, c'est la transmission et l'apprentissage. C'est pourquoi on vous propose aujourd'hui avec ManoMano et Jérôme Molly 1 heure de webinaire sur un sujet qui nous tient à cœur. C'est donc l'innovation sous contrainte quand le Sustainable Cloud donne des ailes. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire que même si l'aspect sustainable d'un projet peut sembler être une contrainte, la contrainte, elle va aider à booster l'innovation et vous verrez qu'il y a des quick wins et des bonnes pratiques qui sont applicables sans forcément révolutionner la création d'un projet IT. Le plus important, c'est de les connaître justement et de les actionner quand il faut, au bon moment dans les temps forts pour, in fine, créer un produit qui va respecter les concepts du GreenOps. Et spoiler alert, ils ne sont pas tous incompatibles avec le FinOps. Je vais laisser tout de suite la parole à Michael et Jérôme qui vont se présenter et vous présenter un peu plus en détail le sommaire. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la plateforme Livestorm, sachez que vous avez un onglet en plus du chat à côté en bas à droite qui vous permet de poser vos questions. Comme je le disais en intro, nous c'est l'apprentissage quand même qui nous anime, donc n'hésitez pas à poser des questions pour tout simplement enrichir l'échange et faire que ce webinaire soit interactif. Je vais tout de suite lancer la présentation et laisser la parole à Jérôme et Michael. Allez-y. Bien, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je
Je suis Michael Gauthier, je suis CTO chez Daveo et avant d'être CTO, j'étais expert sur AWS. Et bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Jérôme Molly. Donc je viens sur ce webinaire avec deux casquettes. La première, je suis président de l'association Green IT, donc qui est l'association qui a été créée par le collectif des membres qui tournait autour du site greenit.fr. Et je suis FinOps et Green IT Engineer chez ManoMano. Donc, au niveau du plan, de ce qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui, on va s'axer sur trois piliers importants quand on veut mettre en place un projet sustainable. Le premier, c'est les organisations. Donc, on va détailler tout ça dans les slides qui suivent. Donc, quelles sont les bonnes pratiques au niveau des organisations proprement dites. Ensuite, quelles sont les bonnes pratiques au niveau de la technique. Alors, sachant que c'est technique au sens très large, puisqu'on va jusqu'à l'UX/UI. Et le troisième point, c'est convaincre les métiers, sur lequel on va passer un petit peu de temps parce que c'est un point vraiment essentiel quand on parle de Green IT ou de Sustainable IT. La technique, c'est bien, les métiers, c'est encore plus impactant. Donc voilà, on va commencer tout de suite par donc la partie organisation. Et donc du coup, c'est moi qui vais commencer. Donc le premier point sur les organisations, c'est la volonté politique, le fait d'avoir un sponsorship fort. Donc c'est indispensable, à mon sens, pour avoir un projet qui soit réussi. Pourquoi ? Parce que les projets responsables, ils ont beau être montés par, en général, des acteurs pleins de bonne volonté. C'est assez courant de les voir se heurter au business as usual ou à l'inertie de toute entreprise ou de toute organisation. Donc, voilà, on a beau avoir toute la bonne volonté du monde, il est nécessaire d'avoir un sponsor fort qui est capable de remettre en avant le côté sustainability de la chose dans la vie du projet. C'est d'autant plus vrai si c'est des projets qui sont très longs, parce qu'on peut des fois perdre un petit peu le fil. Et donc, il faut rappeler de manière constante que c'est un aspect essentiel de la réussite du projet si c'est des valeurs qu'on a choisies au démarrage du projet. Si on n'a pas ce sponsorship, et je l'ai vu notamment avant d'être chez ManoMano, puisque j'étais consultant indépendant, si on n'a pas ce sponsorship, on peut risquer une usure prématurée des acteurs qui voudraient faire un projet responsable. Donc c'est un point important parce que malheureusement, ça arrive assez régulièrement que dans des organisations, on va dire, une base qui se crée un peu d'elle-même en disant oui, on voudrait aller vers la sustainability, on voudrait que tel projet soit plus responsable, etc. Ils font plein d'efforts, mais comme ils ne sont pas portés par un sponsor, comme c'est pas une volonté politique de l'entreprise de manière générale, on peut aboutir carrément au contraire de ce qu'on voulait faire à la base, c'est-à-dire on a des gens qui sont épuisés parce qu'ils essayent de porter leurs valeurs et ils sont pas suivis, et voire même avec un projet qui peut capoter, ou voire même avec un certain nombre de personnes qui peuvent dire finalement j'ai pas été porté par mon service, j'ai pas été porté par mon entreprise, par mon chef, etc. Et du coup des gens qui disent puisque c'est ça, je recommencerai pas. Donc voilà. Donc du coup, j'insiste vraiment là-dessus. C'est un aspect qui est souvent sous-évolué parce qu'on veut faire quelque chose de petit, de rapide, où on bypass tous ces aspects un peu de politique, d'organisation assez classique. Mais du coup, si on n'a pas ça, on
on risque de rester au stade du proof of concept, même si on réussit son projet, en disant, ben voilà, on a fait un projet, il est super sustainable, etc., etc. Et puis, ben, le projet, il s'arrête. Et donc voilà. Donc, c'est vraiment un point important. Si vous décidez de vous lancer là-dedans, assurez-vous qu'il y aura quelqu'un pour porter votre voix sur des comex, des codir, etc. Pour pouvoir faire en sorte que votre projet ne reste pas au stade du POC. Là. C'est moi qui vais continuer un petit peu. Quand on part sur des changements pour rendre les SI plus durables et moins consommateurs, il y a plusieurs choses à prendre en ligne de compte. La première, ce sera d'essayer d'avoir une démarche par itération. Ça sert à rien d'essayer de changer l'intégralité en une seule fois. Comme l'a dit Jérôme, vous risquez de vous fatiguer avant d'avoir de vrais résultats. Et le fait de partir sur une démarche par itération, c'est que vous allez avoir des résultats très rapidement, ce qui va consolider votre sponsor pour le coup, et qui va entraîner de plus en plus de gens et entraîner tout le monde dans cette démarche plus rapidement, parce que tout le monde doit avoir des résultats rapidement. Ce qu'il faut prendre en compte aussi dans cette démarche itération, c'est qu'elle va vous permettre de vous allier à une autre chose, c'est que vous allez pouvoir aller chercher des résultats très vite sur des solutions qui sont techniquement très simples dès le départ. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on va en parler après, mais il y a des choses qui sont très faciles à mettre en place techniquement qui vous permettent d'avoir des résultats très faciles. Et du coup, avoir cette démarche en itération va vous permettre de mettre en place ces choses rapidement, d'avoir des résultats rapidement et derrière de pouvoir avancer tout en améliorant les choses au fur et à mesure et en ayant des résultats réguliers. Pour le coup, il y a des choses qui sont très compliquées à mettre en place. Typiquement, changer une application de tout au tout, c'est très compliqué. Il y a des choses qui sont beaucoup plus simples, genre réduire la consommation qu'on a dans notre infrastructure, par exemple. Et pour moi, il vaut mieux commencer par ça. Jérôme, du coup, je te laisse parler pour les services. Ouais. Sur la partie service et sur la partie, toujours pareil, un peu plus organisationnelle. Donc, quand on démarre des projets comme ça, souvent tout le monde n'est pas au même niveau. Malheureusement, à mon grand désespoir, tous les gens dans l'organisation ne sont pas au même niveau sur la prise en compte de l'aspect sustainable, de l'aspect numérique responsable de la chose. C'est pas forcément un problème parce que de toute façon c'est impossible d'avoir tout le monde au top dès le départ. Mais en conséquence, il vaut mieux prioriser les points d'amélioration où on sait qu'on a le plus d'alliés et ou le moins de détracteurs. Donc voilà. Donc ça, je vous donnerai pas de baguette magique puisque chaque organisation est différente. Mais voilà, vous pouvez avoir une équipe, une équipe agile, très sensible au sujet. Vous pouvez avoir des UX très sensibles au sujet. Vous pouvez avoir un service qualité. On y viendra plus tard puisque ça fait la sustainability, à mon sens, fait aussi partie de la qualité logicielle. Vous pouvez avoir un service RSE au top, etc., etc. Donc surtout, n'hésitez pas à bien regarder dans votre organisation entre guillemets qui va être en capacité de vous aider et qui n'est pas encore assez sensibilisé au sujet et donc ne sera pas moteur sur le sujet. Donc en général, maintenant, il y a moins de gens qui tirent en arrière parce qu'on est à peu près tous convaincus de l'utilité de la chose. Ceci étant, des gens qui n'avancent pas, ça veut dire qu'il faut tirer plus fort si on veut avancer. Donc voilà. Donc bien identifier les parties prenantes. Et ensuite, l'autre sujet sur ces projets-là, et ça rejoint un petit peu cette histoire de maturité, c'est l'aspect communication sur un projet. Donc quand on a des super sponsors, etc., ça vient assez naturellement. Des fois, c'est un peu moins évident.
c'est d'autant plus important aujourd'hui sur le numérique responsable et sur la sustainability en général. On manque encore de belles histoires. Ça commence à venir, mais on manque encore de belles histoires. Donc du coup, ce que ça veut dire, c'est que c'est à nous de les écrire. C'est à nous d'écrire ces belles histoires en disant, eh ben là, on a eu un succès. Et là, on a eu un succès, on a réduit notre impact, etc., etc. Et donc, n'hésitez pas, évidemment sans tomber dans le greenwashing, mais n'hésitez pas à communiquer beaucoup sur les succès d'un projet sustainable pour créer finalement la boule de neige ou la tache d'huile, chacun voit comme il veut, qui va permettre ensuite aux autres services de votre organisation, aux autres projets, à vos alter ego dans l'organisation ou en dehors de l'organisation, à vos clients, de se dire ah mais finalement ce projet sustainable il a vachement bien marché, etc. Et il y a des belles histoires à raconter et du coup peut-être d'autres personnes vont se dire ah ben finalement moi aussi j'ai envie de ma belle histoire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à écrire des belles histoires. Tout le monde en a besoin et tout le monde sera ravi de les entendre. Et j'enchaîne avec le point suivant sur les projets d'éco-conception. Donc là, je vais revenir dans certaines organisations où on a vraiment des détracteurs sur le sujet. Ça arrive. Il y a des entreprises où il y a encore des gens qui sont très peu ouverts au sujet, voire carrément climato-sceptiques. Il y a des gens qui refusent la réalité de l'impact écologique et de l'impact écologique du numérique en particulier. Et des fois, on peut avoir des détracteurs tout simplement parce que les gens ne sont tout simplement pas intéressés aux mêmes KPI que nous. Donc, il faut aussi prendre en compte cet aspect-là. Il y a des acteurs dans une organisation pour qui l'aspect écologique ou non écologique d'un projet ne les intéresse strictement pas. C'est même pas une question d'avis personnel, c'est juste qu'ils ont des KPI à suivre et en gros, vous n'êtes pas dedans. Et donc du coup, deux points essentiels, mais l'éco-conception, ça ne veut pas forcément dire du militantisme, c'est-à-dire on s'inscrit le développement durable, pour ceux qui ne le savent pas, hein, la définition, c'est People, Planet et Prosperity. Donc l'aspect économique d'un projet, c'est plutôt dans la zone Prosperity. Nous, ce qu'on veut, c'est rajouter People et Planet, mais on ne va pas casser Prosperity. On n'est pas dans du militantisme absolu. Donc du coup, pour désamorcer tout ça, moi, le gros conseil que je donne, c'est d'aller chercher aussi la plus-value pour les KPI de vos éventuels détracteurs. Donc, ça peut être, on parlait de la FinOps tout à l'heure, ça peut être un projet correctement hébergé va coûter moins cher à héberger. Parce qu'on aura besoin de moins de puissance. Ça sera peut-être un projet plus performant. Ça sera peut-être un projet avec un meilleur SEO, une meilleure UX, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à bien regarder quand vous allez concevoir votre projet, de vous dire non seulement je vais avoir une plus-value sur l'aspect sustainability de mon projet, mais en plus, il va y avoir des effets de bord au niveau des coûts ou au niveau d'autres KPI. Et à ce moment-là, quand on présente une vue beaucoup plus globale du projet avec tout ça, en général, ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Je vais redonner la main à Michael pour la partie un peu plus technique sur les projets. Alors, on va parler effectivement un peu de technique. Principalement, dans un premier temps, sur l'hébergement. Il y a beaucoup d'actions qui peuvent être faites sur la façon dont vous allez héberger vos applications. La première est, on aura beau leur crier beaucoup dessus sur les grands cloud providers, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, ils savent bien mieux gérer leurs ressources qu'on pourrait le faire chacun de notre côté dans nos data centers. C'est leur métier et de toute façon, ils sont là pour gagner de l'argent, donc on peut être sûr que eux, de leur côté, font en sorte d'optimiser le plus possible leur data center. L'autre grand principe qui est à respecter, c'est
le principe du right sizing. Quand on avait nos propres data centers, et ceux qui les ont encore, on a un peu tendance, vu qu'on doit acheter les machines, de se dire je vais prévoir je sais pas, je vais vous dire des bêtises, j'ai besoin de 4 CPU et de 6 Go de RAM pour mon application. En fait, je vais en acheter 20 et puis je vais acheter 256 Go parce que je vais prévoir une montée en charge et d'autres applications. Et du coup, on a énormément de ressources qui tournent pour rien au final. Le grand principe du right sizing, c'est qu'on n'utilise que le strict minimum des ressources dont on a besoin. Et du coup, ça a deux effets. C'est un, effectivement, vous allez énergétiquement moins consommer, mais aussi, lorsque vous êtes sur le provider, vous allez gagner de l'argent, tout simplement. Vu qu'on ne paye que ce qu'on utilise sur le code public, forcément, si vous réduisez la taille de vos VM, vous allez forcément gagner de l'argent. Du coup, ça a les deux effets qui se coulent. Les gens qui payent la facture sont contents parce que du coup, ils payent moins et en plus de ça, énergétiquement, vous consommez beaucoup moins. Une autre chose à prendre en compte, c'est la zone géographique dans laquelle vous allez héberger vos applications. Vous pouvez voir sur la carte qui est sur le côté droit, c'est la carte des énergies, enfin de la production d'énergie en Europe. Ceux qui sont en vert sont ceux qui ont le plus d'énergie renouvelable et je vous laisse deviner que de l'autre côté, plus c'est foncé, moins c'est bon. Vous verrez qu'en France, finalement, on n'est pas si mal que ça. C'est une des raisons, notamment, Jérôme, tu valideras, pour laquelle Mano Mano a décidé de laisser son hébergement en France. Oui, donc on avait un projet de migration, donc on est chez AWS aussi en très très grande majorité. On voulait migrer vers Dublin, alors notamment parce que Dublin est un petit peu moins cher et a un petit peu plus de nouveautés, puisqu'en général, quand les nouveautés AWS arrivent en Europe, ça arrive d'abord sur Dublin. Et en fait, donc on était à Paris à la base. Et en fait, ce projet a été arrêté, justement, quand on a constaté que l'électricité à Dublin, en fait, elle était beaucoup moins verte que l'électricité qu'on pouvait avoir à Paris. Et aujourd'hui, on est sur deux zones. On est sur Paris et Stockholm. Donc, du coup, vous pouvez regarder la carte d'Electricity Map sur la droite, mais ça va. Niveau Paris et Stockholm, on est pas mal. Et ce qu'il faut noter aussi, en parlant de la zone géographique, c'est que il n'y a pas forcément de corrélation entre le prix que vous payez sur une zone donnée et le fait qu'elle soit plus green ou moins green. C'est pas forcément les zones les plus green qui vont être les plus chères et inversement, c'est pas forcément les zones les plus pourries entre guillemets qui vont être les plus chères. Donc ça vaut le coup des fois. Il y a des petits effets de levier à aller chercher sur sa partie sur la partie énergie qui peuvent être allés chercher sans avoir de notion de coût en plus ou de coût en moins absolument démoniaque. L'autre chose aussi à prendre en compte sur la zone géographique, et ça il y en a beaucoup qui l'oublient, c'est par exemple on va se dire on va aller aux États-Unis parce que de toute façon la première zone où il y a toutes les innovations, elle est forcément aux États-Unis. Le problème, c'est que vous vous retrouvez super loin, notamment quand on est en France. Il y a quand même un océan à traverser et que entre les deux, il y a quand même énormément d'éléments réseau qui eux aussi vont consommer de l'énergie et qui du coup vont augmenter votre empreinte quoi qu'il arrive. Donc il faut aussi prendre en compte de pas aller trop loin non plus. Donc tant qu'on reste en Europe, ça va encore, mais aller plus loin. À part si vous avez des clients qui, eux, sont dans la même zone géographique que vous allez mettre vos applications, ça n'a pas tellement d'intérêt. L'élément suivant sur lequel vous pouvez jouer aussi, c'est le type de puissance de calcul. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend par là qu'aujourd'hui, les cloud providers, et notamment AWS, ont sorti des processeurs qui sont plus performants et moins énergivores. Et du coup, vous allez avoir plus de performance tout en consommant moins. Et du coup, c'est du win-win. Ça
ça fonctionne très bien. Après, il y a certaines limitations sur ces processeurs, notamment c'est des processeurs ARM, donc il faut que vos applications soient compatibles. Mais ça vaut quand même le coup. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Jérôme, vous avez commencé, vous, à les utiliser, vous avez commencé une migration vers ces processeurs-là. Si je me Ah ouais, trompe ouais, on est même très, très avancé sur la migration vers ARM. Alors nous, on a la chance chez ManoMano d'avoir énormément d'applicatifs qu'on a écrits nous-mêmes. Donc du coup, et la migration ARM, donc ça a été un chantier long, mais finalement pas si douloureux que ça. Et aujourd'hui, n'importe quel projet à quelques pouillèmes près, n'importe quel nouveau projet démarre de base sur ARM et la plupart des migrations se font sur ARM sans aucune douleur. Et donc clairement, aucun souci au niveau des perfs, etc., à utiliser ces architectures-là. Donc en tout cas, c'est vraiment une bonne question à se poser. Bon, on a la chance d'être pas des gros consommateurs de Microsoft, de choses comme ça, enfin voilà, de trucs logiciels qui sont un peu moins pratiques à faire marcher sur de l'ARM. Mais ouais, on a une très très grosse partie de l'infra qui tourne sur du Graviton et qui tourne comme une horloge. Ouais. Et si c'est, même si c'est possible, et si c'est pas possible non plus, donc il y a quelque chose qui marche, il faut se servir de tout ce qui permet de faire du scanning horizontal, ce qui permet de démarrer des VM seulement quand on en a réellement besoin. Typiquement, si votre application, je vais vous donner un exemple simple, vous avez un exemple dont j'ai déjà parlé. On va prendre quelqu'un que tout le monde connaît, qui s'appelle la Française des Jeux. La Française des Jeux, leur site, en règle générale, il n'a pas besoin d'une énorme puissance pour tourner. Sauf quand il y a les résultats de l'euro-million. Voilà. Quand il y a les résultats de l'euro-million, leur site se fait littéralement exploser. Et du coup, ils ont besoin d'une énorme puissance à ce moment-là. Et c'est là où c'est le grand jeu de tout ce qui permet de faire du scaling horizontal, et notamment les autoscaling groups, c'est comme ça que ça s'appelle chez AWS. Ça va permettre de démarrer le nombre de VM nécessaires pour faire tourner leur site, pour absorber les résultats de l'euro-million. Et dès que la charge sur le site revient à la normale, de détruire tous ces VM qui ont été créés et revenir à une puissance qui ne sert qu'à faire fonctionner le site en temps normal. Ça, c'est un truc à prendre en compte, ce qui vous permet aujourd'hui de consommer le moins possible et du coup d'avoir une empreinte énergétique la plus basse possible pour faire fonctionner votre application. La chose suivante, on y reviendra plus tard sur la décision des clients, c'est le type de stockage. Aujourd'hui, les cloud providers peuvent mettre en place une pléthore de types de stockage qui vont du stockage, de l'accès rapide à l'accès, ce qu'on appelle froid, les bandes magnétiques. Il faut arriver à stocker ces données dans le type de stockage qui vous impactera le moins. Et aussi, il faut vous rentrer en ligne de compte, c'est qu'il ne faut ne stocker les données que dont vous avez besoin. Ça sert à rien de stocker des choses. Je pense notamment où on le voit régulièrement, et de toute façon, on en reparlera plus tard. Mais tout le monde aujourd'hui veut absolument stocker toutes ses photos, toutes ses vidéos dans le cloud, et veut aussi stocker toutes ces photos, toutes ces vidéos en 4K. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la 4K? Est-ce qu'on a vraiment besoin de vraiment tout stocker? Personnellement, j'en suis pas certain. Et alors peut-être, je rajouterai un tout petit truc sur le stockage aussi, c'est de penser sur l'exemple des photos, c'est même si vous avez un besoin X ou Y de stocker vos photos en 4K sur le cloud, parce que vous ne voulez pas perdre vos originaux, etc., est-ce que vous avez besoin d'y accéder tout de suite? Parce que c'est un des grands sujets, alors notamment avec tous les projets big data, etc., c'est que souvent on se retrouve avec des gens qui disent oui, mais moi j'ai besoin d'accéder à la donnée immédiatement. Et en fait, dans la vraie vie, on se rend compte que non, la donnée, on y accède une fois par trimestre pour lancer un énorme calcul pour sortir des KPI, des prévisions, etc., etc. Donc, voilà, posez-vous la question de la fréquence d'accès aux données et de se dire c'est peut-être pas si grave si c'est sur un stockage froid et qu'il faudra 1 heure pour débloquer les données une fois par trimestre.
Donc voilà, on a tendance à aller toujours sur la facilité sur ces sujets-là, en se disant je le mets super accessible, comme ça j'y aurai accès tout de suite. Et ça peut avoir des conséquences pas forcément super en termes de sustainability. Et du coup, pour le dernier point sur l'hébergement, ce qui rentre en ligne de compte et ce qui est le mieux, je dirais, aujourd'hui, c'est et si on se passait des VM, donc ce qu'on appelle avec un gros mot le serverless, c'est utiliser les câbles. Alors, c'est pas magique, hein, le serverless, il n'y a jamais pas de serveur du tout, c'est juste que c'est plus vous qui les gérez et qui sont mutualisés par les cloud providers. Il y a plein de systèmes qui permettent de le faire aujourd'hui. C'est plus ou moins compliqué, mais aujourd'hui, quand vous avez des workloads ou des applications qui sont très peu consommatrices, ça sert pas vraiment à grand chose de démarrer une VM que vous n'allez pas pouvoir partager, vous, alors que derrière, les cloud providers le font très bien. Ensuite, il faut prendre en compte quand vous allez créer une application ou que vous voulez, on va partir sur le principe que vous la créez, il faut prendre en compte les guides que peuvent donner aujourd'hui tous les cloud providers. L'intégralité des cloud providers aujourd'hui, dans les guides d'architecture qu'ils donnent pour héberger les applications CD, ont pris en compte la partie sustainability. C'est vraiment quelque chose qui est devenu très important. Toutes ces bonnes pratiques sont intégrées dans des guides. Pour AWS, c'est le Well Architect Framework. Ils ont mis un pilier uniquement sur la sustainability et sur comment on fait aujourd'hui pour héberger les applications chez eux et qu'elles soient le moins énergivores possible. L'autre chose à prendre en compte dans vos applications, c'est le langage que vous allez utiliser. On a plein de langages, on en a qui sont plus faciles que d'autres. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, les langages qui sont compilés, que vous compilez quand vous créez vos applications, et typiquement Java, C++, à contrario de Python par exemple qui n'est pas compilé, Python il est compilé à l'exécution, vont être moins énergivores parce que du coup il n'y a pas la compilation à faire au moment de l'exécution et du coup ils consomment moins d'énergie. La deuxième chose à prendre en ligne de compte, c'est l'ancienneté du langage. Un langage, quand ça fait des années et des années qu'il existe et qu'il est utilisé, il est tout logiquement plus optimisé qu'un langage qui vient de sortir. Et en plus de ça, derrière, il y a plein de choses, plein de librairies qui vont tourner autour, plein de frameworks qui sont déjà éprouvés, qui sont déjà faits. Alors que dans un langage récent, soit il va pas être existant et vous allez devoir le coder vous-même, soit il va être jeune et du coup pas optimisé. Et le dernier point qu'il faut prendre en ligne de compte, plus c'est bas niveau, moins ça consomme. Alors je ne dis pas qu'on va retourner à écrire des 0 et des 1 directement, on va peut-être pas aller jusque-là, mais typiquement, ce n'est qu'un exemple que je mets, c'est que le C consomme moins que le C++, qui est une surcouche du C qui consommera moins que le Java. Maintenant, le Java aujourd'hui ne consomme pas, et pas dans les plus grands consommateurs. Là. On est trop fort sur les changements de slide. Oui, et donc je rejoins totalement ce point-là. Et donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a un papier merveilleux, c'est une présentation merveilleuse qui s'appelle Choose Boring Technology. Et moi, j'aime beaucoup ce papier parce que ça rejoint un défaut entre guillemets et que j'avais aussi quand j'étais développeur, architecte, etc. C'est qu'on a tous un attrait pour toutes les choses nouvelles dans la tech. Il y a des dizaines et des dizaines de choses qui sortent tous les jours. Voilà, si vous regardez Hacker News ou des choses comme ça, il y a de la nouvelle tech tous les jours qui a l'air super intéressante. Et du coup, on va avoir envie forcément de se tourner là-dessus. Mais si on cherche l'efficience, ça arrive souvent que les choses, comme disait Michael, que les choses éprouvées depuis des années soient globalement plus efficientes que le nouveau truc qui, sur un point précis, va être mieux,
et c'est sûrement ça le point qui nous a fait de l'œil, mais qui sera dans un écosystème tellement pauvre qu'on va être obligé de réinventer la roue sur plein de points, et sur lequel on va, du coup, on va être au global moins efficient. Il y a notamment des papiers qui parlent de ça par rapport à Rust, qui clairement est un truc hyper intéressant. Rust, c'est vraiment hyper intéressant parce que ça essaie de faire un compromis vraiment chouette. Et donc au niveau de la performance et des consommations et tout ça, c'est vraiment un bon produit. Par contre, aujourd'hui, par exemple, Rust pour le web, les frameworks web de Rust sont pas à un niveau de maturité suffisant. Donc si on veut faire un projet web en Rust, on peut se retrouver dans le cas où en fait le langage est meilleur, mais les frameworks qui vont aller autour de ce langage seront moins bons que des trucs beaucoup plus classiques. Voilà. Et dans le Choose Boring Tech, il y a aussi toute une partie sur la maintenance, etc., etc. Il y a d'autres avantages entre guillemets à choisir des technologies qui sont pas forcément hyper récentes et hyper brillantes. Et donc voilà. Donc des fois, la solution Java, C#, PHP, etc. sera la meilleure solution au global. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous poser la question là-dessus. Avant de vous lancer sur une tech en particulier. Donc voilà. Je vais continuer en parlant d'un point qui, moi, me semble essentiel en termes de technique. C'est les devices de test. Alors, c'est quelque chose que j'ai constaté beaucoup de fois dans ma vie passée. Une des bases de l'éco-conception, c'est de ne pas provoquer d'obsolescence. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on sait que dans le numérique, d'une manière globale, le principal impact vient de la fabrication des équipements et même, si on veut être très précis, de l'extraction des ressources qui vont servir à fabriquer vos équipements. Donc, si on provoque l'obsolescence d'un terminal, en gros, on a tout faux. Donc, c'est bien de le savoir, mais ce qu'on voit d'une manière générale dans n'importe quel ESN, n'importe quel service de développement, etc., le contraire est assez rare. C'est que on a des équipes de dev qui ont des super laptops pour travailler, des écrans gigantesques, voire 2 ou 3 écrans, etc., etc., et qui font les tests, par exemple, d'une appli mobile sur un téléphone à 1500 €, en Wi-Fi branché sur une fibre. Et en fait, on se rend pas compte que oui, notre appli, bon, ça va, ça marche, c'est acceptable avec mon Galaxy S, je sais pas combien, et sur la fibre, ouais, bon, ça marche plutôt pas mal. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne représente pas, en tout cas avec ces configurations-là, on ne représente pas la majorité de nos utilisateurs. Sauf si on travaille dans l'industrie du très très haut luxe, mais c'est un autre sujet. La plupart des utilisateurs avec qui vont utiliser notre application, ils sont dans une entreprise où ils ont des vieux laptops qui ont 6 ans, 8 ans, 10 ans, etc. parce que leur service informatique, il essaye de ne pas renouveler trop vite. On va avoir des utilisateurs grand public qui vont avoir un smartphone et qui attendent vraiment que le truc lâche pour pouvoir le changer. Donc, on va se retrouver avec des smartphones qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et en plus, des utilisateurs qui ne sont pas forcément en 4G ou en 5G. Je pense que vous connaissez tous le sujet. Mais je veux dire, il y a quand même énormément de fois où dans notre vie, on se retrouve avec une connectivité, et même en ville, même machin, où on se retrouve avec une connectivité qui est vraiment pas terrible. Et donc, c'est important, à la fois en termes de prise en compte de la réalité de nos utilisateurs, mais en plus en termes de prise en compte du fait de ne pas provoquer d'obsolescence. C'est hyper important quand vous faites un applicatif de le tester avec des configs matériels vraiment les plus vraiment le plus vieux truc que vous arriverez à trouver. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous faites ça,
vous aurez, entre guillemets, naturellement implémenté la plupart des bonnes pratiques d'éco-conception. Et si votre application est utilisable sur un device antédiluvien, ce sera mémorable sur un device récent. Donc voilà, faut bien se mettre ça en tête. Si mon appli, si mon appli sur un Galaxy S7 ou 8, je sais même plus les époques, elle est utilisable. Ça veut dire que sur un Galaxy S beaucoup plus récent, elle sera mémorable. Et donc, gardez bien ça en tête, parce qu'on a trop souvent les exemples d'applis, y compris des très très grosses applis, où ça se met à laguer et tout ça, et on se dit, mais c'est pas possible, pour afficher 4 photos ou pour afficher un chat lambda, je comprends pas que ça me fasse laguer mon téléphone, quoi. En fait, c'est juste qu'il y a des développeurs qui ont testé ça avec un iPhone 42 et qu'ils ne se sont pas posé la question de savoir qui étaient leurs utilisateurs. Le fait d'avoir ces contraintes, de se donner ces contraintes-là, donc de choix de langage, de puissance limitée, etc., quand on entend ça, on se dit, en fait, on veut faire revenir tout le monde à la bougie. Moi, je l'ai vraiment entendu. C'est pas du tout ça. Ce dont il faut prendre conscience, c'est que l'IT, c'est un des seuls secteurs de l'ingénierie où on ne se préoccupe quasiment pas des contraintes. Pourquoi ? Parce que les puissances évoluaient de manière phénoménale ces dernières années. Voilà, pour ceux qui sont un peu vieux de la vieille, moi j'ai commencé ma carrière dans les années 2000. Les contraintes de puissance, c'était un vrai sujet, quoi. Et on n'avait pas le choix. Je veux dire, la machine, elle était comme ça. Il n'y avait pas encore Internet, c'était pas encore hyper développé. Le cloud, ça existait même pas, même de très loin. Fallait faire avec ce qu'on avait sous la main. Aujourd'hui, ça a tendance à être un petit peu open bar. Et on peut avoir le réflexe de facilité, de dire mon appli elle tourne pas bien, allez c'est pas grave, je tourne le bouton, je mets une VM une machine un peu plus puissante chez mon cloud provider et ça va bien se passer. Ou alors je mets une machine avec 2 fois plus de RAM et ça va bien se passer. Il faut, déjà, voilà, écologiquement, ça a forcément des conséquences, mais surtout le fait de se donner des contraintes, ça va nous obliger à devenir plus créatifs et à trouver des solutions plus élégantes. Élégantes dans le sens où trouver une solution avec un certain nombre de contraintes, on va arriver à des innovations auxquelles on ne serait pas arrivé si on ne se donnait pas ces contraintes de puissance, de sustainability, etc. C'est quelque chose qui s'est beaucoup vu, qui se voit encore un petit peu moins, mais qui s'est beaucoup vu dans le jeu vidéo. À l'époque des vieilles consoles type Super NES ou des choses comme ça. Allez voir les vidéos sur YouTube de comment les ingénieurs ont codé Star Fox ou des trucs comme ça, où à l'époque la puissance elle était ridicule et les mecs ils ont trouvé des artifices de programmation de fou pour que ça tourne sur une Super Nintendo. Et du coup, et ça, là il y avait des innovations majeures, et d'ailleurs certaines recettes de ces années-là sont toujours utilisées dans le monde du jeu vidéo. Donc voilà. Et donc je parlais moi j'aime bien parce que ça me fait penser au software craftsmanship dans le sens où en fait c'est hyper satisfaisant. On arrive à trouver des choses comme ça, trouver une solution qui fait que l'algorithme il va nécessiter 3 fois moins de cycles ou des choses comme ça, ça va être hyper satisfaisant. Je vais passer rapidement sur le sujet de l'UX/UI parce qu'on est un petit peu en retard sur l'horaire. Pardon, je vais pas zapper ma slide. Les UX/UI, pour moi, ont une importance capitale dans la chaîne de valeur du projet.
Pourquoi? Parce que c'est toujours des gens qui ont une image, enfin les gens ont une image par rapport aux UX/UI qui sont un petit peu, enfin c'est des druides ou des magiciens ou des choses comme ça, c'est des gens qui maîtrisent quelque chose qu'il n'y a qu'eux qui maîtrisent. Et surtout, c'est des gens qui sont quasiment les seuls à avoir la capacité de remettre en cause le fonctionnel. Et ça, pareil, je l'ai vu. D'avoir des clients qui veulent un truc très précis et d'avoir un UX qui leur dit non mais si vous faites votre truc comme ça va être complètement pourri et du coup faut revoir le fonctionnel parce que sinon votre UX elle va être pourrie. Et des clients qui disent ah bah ok alors on va tout revoir de fond en comble alors que les AMOA s'étaient cassés les dents dessus alors que etc. Et donc ça c'est une chance parce que un des plus gros leviers d'éco-conception c'est le fonctionnel. Et donc challenger le fonctionnel, faire plus simple, c'est enlever un poids immense au logiciel qu'on va créer. Donc voilà. Deux autres points sur les UX/UI, je passe vraiment très très vite dessus. Les fondamentaux de l'UX, c'est pour aller très vite, c'est simplifier. Ça tombe bien, c'est aussi un des grands fondamentaux de l'éco-conception. Donc du coup, surtout, enfin voilà, si vous êtes UX ou si vous avez un projet, en tout cas, ça fait vraiment partie des personnes pour qui doivent être dans les premières sensibilisées au sujet. C'est comme ça que ça se passera le mieux. Et un dernier point par rapport aux UX, c'est donc par rapport au sujet des dark patterns, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc ce sont des systèmes qui font que les gens ont envie de revenir sur l'application sans arrêt ou de rejouer sans arrêt. Ça joue sur les émotions négatives, les mécanismes d'addiction, etc. Donc voilà, c'est des trucs pas très éthiques. Mais non seulement c'est pas très éthique, mais en plus c'est aussi souvent pas très écologique, puisque pourquoi est-ce qu'on fait revenir les gens sur une application 50 000 fois si on peut lui rendre le service sans le faire revenir 50 000 fois. Et donc, en général, c'est pareil. Les UX font partie des gens qui sont en capacité de détecter ces dark patterns. Et donc là, si vous êtes UX, vous avez carrément un rôle de lanceur d'alerte par rapport à ça, parce que un dark pattern et la sustainability, c'est complètement antinomique, quoi. Donc voilà. Et n'hésitez pas, en tout cas, n'hésitez pas à vraiment alerter par rapport à ça. Et si vous travaillez pour une application, pour une application qui utilise sciemment des dark patterns, et que vraiment la sustainability, ça vous tient à cœur, je vous recommanderais de vous poser des questions sur le métier que vous faites ou le client pour lequel vous travaillez, parce que c'est probablement qu'il y a un souci à ce niveau-là. On va passer sur le dernier point, la partie métier. Michael, je te rends la main. Alors, la partie métier, on sait bien, on a parlé beaucoup de technique, on a parlé beaucoup de comment faire les applications, mais en fait, au final, celui qui va être le plus dur, mais aussi le plus intéressant à convaincre, c'est le métier, parce que finalement, c'est lui qui utilise les applications. Le fait d'arriver à le convaincre peut avoir un impact énorme sur la consommation de votre application. Je vais donner deux exemples qui sont assez véridiques. Le premier, je l'ai vécu. C'était chez un de mes clients, qui était un des grands acteurs de la bourse, qui a décidé de migrer sur AWS. Donc, ok, très bien, pas de souci. Et là, il m'explique que je vais migrer 30 ans de mouvements boursiers sur AWS. Donc déjà, le premier truc, c'est que quand on arrive avec la facture, il était déjà vachement moins d'accord de payer cette facture. La deuxième chose, c'est que je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de données que ça représente.
Et en fait, on lui a dit, mais pourquoi migrer 30 ans? Et le métier était, non, mais moi j'ai besoin de mes 30 ans et en plus j'en ai besoin pour l'avoir en accès immédiat parce que je peux avoir besoin de chercher quelque chose il y a 30 ans. Bon, ok. Après des réunions, et là on parle, ça a pris des mois et des mois avant d'arriver à avoir les bonnes infos. On s'est aperçu qu'en fait il n'avait pas besoin de 30 ans. Il allait jamais aller chercher dans ses 30 ans d'historique. Il avait besoin de 10 ans. Parce que légalement, il était obligé de garder 10 ans et que les contrôleurs du marché boursier pouvaient lui demander des informations sur quelqu'un pendant les 10 dernières années. Donc là, déjà, on est retourné les voir. On a dit, écoutez, bon, vous avez besoin de 10 ans, peut-être pas emmener les 30 ans quand même, quoi. Et bon, il a fini par dire, ouais, bon, ok, on a besoin que de 10 ans, donc peut-être qu'on va garder que 10 ans. Et après, comme j'ai dit, hein, il y a différentes classes de stockage. Il voulait toujours avoir 10 ans en AC. Mais vous recherchez vraiment régulièrement dans les 10 dernières années. Et en fait, en creusant, oui, mais non, en fait, on cherche vraiment, quand on a vraiment besoin d'une info, c'est sur une année glissante. Et donc, au final, on a embarqué que 10 ans. Et on a mis sur des stockages qui sont pas accès totalement immédiat les 9 dernières années et on a gardé juste la dernière année en accès totalement immédiat et aujourd'hui il fonctionne toujours comme ça et finalement ils n'ont pas eu. Mais il a fallu passer par une grosse période de le convaincre que en fait non, il n'aurait pas besoin de ses 30 ans. Voilà pour la petite histoire. La deuxième chose qu'il faut absolument éviter, et j'ai vu que Audrey t'avait posé une question dans ce sens-là, faut arrêter la liste au Père Noël des fonctionnalités, parce que faut leur faire comprendre qu'en fait leurs fonctionnalités, s'ils s'en servent une fois par an, en fait qu'ils en ont pas besoin. Il faut réduire les fonctionnalités au minimum qui leur permettent de faire leur travail en fait, tout simplement. Voilà pour cette partie-là. Le métier reste quelque chose qui est très important et il faut qu'il soit sensibilisé aussi au fait que ses choix et son demande de fonctionnalité et sa façon de travailler a un impact. Du coup, je te laisse la main, Jérôme. Ouais. Et donc c'est pour en remettre une couche de plus sur les métiers et l'importance, enfin le truc pareil essentiel des métiers là-dessus. Moi j'aime bien faire des comparaisons par rapport aux maisons et aux voitures. Voilà, si votre métier il vous demande un SUV, vous êtes fabricant de voitures, vos équipes techniques elles pourront optimiser tout ce qu'elles veulent. Hein. À la fin, ce sera quand même un SUV. Hein. La question, c'est de poser la question à votre métier. Est-ce que vraiment tu as besoin de pouvoir aller barouder dans les champs avec ta voiture, etc. Et si le métier il dit ah ben non, j'en ai juste besoin pour aller faire mes courses à la supérette du coin, c'est bon voilà, c'est peut-être la solution n'est pas un SUV. Et c'est un petit peu pareil, un peu moins grossier évidemment, mais c'est un petit peu pareil dans l'IT. D'autres sujets et notamment pour tout ce qui est migration ou gros updates d'applications. Si vous avez des métiers qui vous disent ça doit être ISO-fonctionnel, fuyez. Fuyez parce que ça veut dire une migration, une update majeure, pour moi, c'est comme quand on déménage d'appartement ou de maison. C'est le bon moment de se poser la question de qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas. Et donc, Michael parlait des fonctionnalités, voilà, à conserver, à simplifier, etc. C'est vraiment le bon moment de se poser ces questions-là. Et donc hyper important de se dire bon voilà, je passe d'une version 3 à une version 4 de mon logiciel. Quelles sont les fonctionnalités que je vais vouloir rajouter, parce qu'il y aura peut-être des fonctionnalités que je vais rajouter parce que mes utilisateurs les ont demandé, parce que je vois qu'il y a un vrai intérêt, etc. Mais surtout, quelles sont les fonctionnalités que je vais abandonner. Pourquoi ? Parce que sinon, la version 7 ou 8 de mon logiciel, ça va être un truc complètement obèse. Et puis, va arriver un autre logiciel qui fait à peu près la même chose, mais en beaucoup plus simple, et qui va prendre le marché. Parce que les gens, ils en auront marre d'avoir des trucs ultra compliqués et finalement, ils voudront revenir à l'essentiel sur un truc beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide.
Et un point, au-delà de l'ISO fonctionnel, c'est ce qui s'appelle les preemptive features. Donc pareil, il y a un papier super intéressant de Matthew Fowler là-dessus. Ça, c'est plutôt quand on est product owner ou quand on est AMOA, où on va essayer où on va se dire « Ah ouais, mais je vais rajouter ce truc-là parce que je pense que mon utilisateur va en avoir besoin. » Bon, déjà, si vous vous posez cette question-là et que vous n'avez pas de confirmation de votre utilisateur, il y a probablement une erreur quelque part. Assurez-vous bien de ne pas faire de la programmation défensive qui vont permettre qui vont faire que vous allez créer des trucs absolument gigantesques alors que l'utilisateur il n'en a pas besoin. Un exemple typique moi que j'aime bien, c'est dans le monde du web d'avoir les grilles de données, quand vous vous dites ce serait bien que l'utilisateur il puisse trier et filtrer les données sur les grilles de données dans le logiciel. Bon, regardez la taille du code et regardez l'occupation CPU et etc. que ça fait entre un bête tableau HTML non triable, non filtrable, etc., etc. Parce qu'en fait, l'utilisateur a juste besoin d'avoir un report fin de l'histoire et un tableau filtrable, triable avec toutes les options possibles et imaginables. Regardez la différence de lourdeur et je pense que vous verrez de quoi je parle. Point suivant sur les métiers, donc l'impact business. Donc j'ai mis ce dont je parlais tout à l'heure là sur la définition de la sustainability entre les contraintes sociales, économiques et environnementales. Oui, s'occuper de la sustainability peut avoir un impact sur le business. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, donc pour être un peu provocateur, ça devrait. Si on ne se pose pas des questions par rapport à ça, et si on ne se pose pas des questions par rapport à son modèle économique, quand on fait ce genre de projet, c'est qu'on en est au stade de l'optimisation technique, et donc qu'on n'a pas encore attaqué, entre guillemets, le gros du sujet. Donc voilà. Donc si ces questions-là se posent, c'est que vous êtes en train de mettre le doigt sur quelque chose d'hyper intéressant et qui va vraiment vous permettre de progresser. Donc voilà. Et par contre, je ne dis pas que systématiquement la sustainability sera gagnante sur le business ou inversement. Enfin, à un moment, faut vivre et faut manger, quoi. Mais en tout cas, si vous commencez à vous poser ces questions-là, c'est que vous êtes dans une démarche plutôt hyper vertueuse. Je ne parlerai pas de l'exemple des presses en ligne, parce que de la presse en ligne, mais enfin voilà, posez-vous des questions. Par exemple, vous êtes éditeur de presse en ligne, dites-vous tiens, qu'est-ce qui se passerait si j'enlevais ma pub? Tiens, qu'est-ce qui se passerait si j'enlevais tous mes trackers de données sur mon site de presse en ligne, etc. Est-ce que est-ce que je vais gagner sur les coûts d'hébergement? Est-ce que j'ai une formule payante qui me permettra de compenser avec un système un peu à la Mediapart ou à la Next Impact? Est-ce que le fait d'avoir un site plus rapide et plus respectueux va me permettre de gagner des lecteurs, etc., etc. Et là, on voit qu'on n'est plus du tout dans la technique quand on se pose ces questions-là, mais que par contre, on est en train de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus intéressant à l'échelle du produit. Dernier point, parce que je l'ai entendu, c'est pareil, plusieurs fois dans toutes mes vies passées, il y a des choses plus importantes. Alors ça, c'est un truc, si vous ne l'avez pas entendu, vous l'entendrez forcément. Il y a des choses plus importantes que de s'occuper de migrer sur une plateforme moins consommatrice d'électricité, que de migrer sur Graviton, que d'aller en France au lieu de l'Irlande, que machin, que truc, que chose. Oui, c'est possible. C'est possible qu'à des instants donnés, il y ait des choses plus importantes. Mais en fait, ne pas s'occuper de ça à son niveau, c'est quand même nier la réalité du changement climatique. Donc, vous avez tous suivi que 2023, on a passé les 1,5 degrés pour la première fois. Là, on est
généralement en train d'exploser les records d'année en année du réchauffement climatique. Enfin voilà, aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a 2 ans, on se demandait si on allait avoir assez d'eau. L'an dernier, on se demandait si on allait avoir assez d'électricité pour passer l'hiver. Donc non, il y a vraiment des vrais sujets où il faut vraiment commencer à se poser des questions et il faut que chacun fasse sa part. Ce n'est pas toujours le travail de l'autre et ce n'est pas toujours le truc d'aller taper sur « Ah, mais oui, mais en fait, c'est la faute aux avions, etc. » Chacun doit faire sa part. Donc voilà. Il y a toujours une solution. Donc, on en a parlé beaucoup, mais on peut commencer petit, on peut aller chercher des ROI indirects, on peut tout simplement commencer par faire de la sensibilisation et de la formation parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas à un niveau de maturité suffisant, etc., etc. Il y a toujours des solutions pour faire avancer le sujet. Des fois, c'est pas des grosses solutions, des fois, c'est des petits pas et des fois, c'est frustrant de rester sur des petits pas. Mais gardez à l'esprit, moi ça fait maintenant 5 ans que je bosse sur les sujets du Green IT. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais gardez à l'esprit que ce que vous faites, ça permet d'aller dans la bonne direction. Et ça, c'est quand même hyper satisfaisant quand on rentre chez soi le soir, de se dire bon, ce que j'ai fait finalement, ça fait que demain sera un peu mieux qu'aujourd'hui. Donc voilà. Et je m'arrête là-dessus, en fait. Merci beaucoup, Jérôme. De rien. Merci beaucoup, Mickaël. Alors, il y a eu pas mal de questions, que ça soit dans le chat ou dans l'onglet questions. Donc, je sais que Mickaël a beaucoup répondu. Harold, j'ai vu aussi ta question concernant l'intelligence artificielle et la consommation que ça pouvait avoir. Je pense que ça peut faire largement l'objet d'un webinar à part entière. Je ne sais pas, Jérôme et Mickaël, si vous avez vu peut-être des questions passées, peut-être en prendre une à laquelle vous n'auriez pas spécifiquement répondu. Pour la question de l'IA, j'ai répondu à Harold. Il faut savoir où placer le curseur. C'est que beaucoup, on utilise de plus en plus l'IA. Le problème, c'est que beaucoup de personnes oublient la quantité de ressources, que ce soit d'un point de vue stockage de données, ou puissance CPU ou mémoire qu'il faut pour arriver à faire apprendre les modèles et qu'ils soient capables de nous répondre. Par contre, ce que j'ai dit, à contrario, dans certains use cases spécifiques, elle nous facilite tellement la vie que du coup, on consomme moins de ressources en l'utilisant. Maintenant, il faut savoir, va falloir arriver à jauger où est le curseur, où elle nous fait consommer plus, ou si elle nous fait gagner en ressources. C'est ça. Et pour appuyer ce propos-là, faut garder à l'esprit le coefficient multiplicateur démoniaque, notamment quand on parle du web ou quand on parle des applis mobiles. Utiliser l'IA à un instant donné, ça peut être pertinent. Utiliser le même traitement IA et le mettre sur son site web qui va avoir des milliers, voire des millions d'utilisateurs par mois, là, ça devient beaucoup moins pertinent parce que mécaniquement, on multiplie par 1000, par 100 000, par 1 million. Quand on parle d'impact, voilà, c'est un peu l'effet papillon, mais ce qui nous semble finalement pas si catastrophique que ça sur un traitement, sur un POC, sur machin, etc. Multipliez-le par la base utilisateur que vous comptez avoir et vous allez avoir des choses qui sont beaucoup moins pertinentes. Donc entre guillemets, l'IA pourquoi pas, mais par contre l'IA généralisée, permanente, etc., là c'est plus compliqué. Merci. Je regarde moi aussi les questions. Donc je vois que Mickaël, encore une question à prendre. Ouais, alors le plus bel exemple, la page Google. Oui, c'est vrai. Et la page Google est l'exemple parfait du X clean, etc. Vous allez sur la page de Google, il n'y a rien. Il y a un champ de recherche et un bouton rechercher. Fin. Et voilà. Et si vous voulez un contre-exemple, vous allez sur la page de Yahoo. Et donc, ça fait partie des sujets. Il fut un temps où Yahoo était meilleur que Google en termes de résultats de recherche, sauf qu'en termes d'UX et du coup, incidemment d'éco-conception, on préfère tous aller sur Google que d'aller sur la page de Yahoo où on a même du mal des fois à trouver où est la barre de recherche. Et puis, je vois, il y a pas mal de questions qui ont été répondues.
Je pense que vous avez C'est pas plus pertinent de déployer l'IA en local sur son poste. En fait, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Tous les cas il y a pas de cas général. Quand on fait de l'analyse environnementale, il n'y a qu'une seule vraie source de vérité, c'est de faire ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, ou Life Cycle Assessment en anglais, donc ACV ou LCA, avec des hypothèses de volumétrie, des hypothèses de puissance, etc., etc. Il y a des fois où ce sera plus pertinent d'être sur son poste. Il y a des fois où ce sera plus pertinent d'être dans le cloud. Donc voilà. C'est un sujet qui se pose régulièrement quand on parle de edge computing et de choses comme ça, et où on oppose un certain nombre de notions, par exemple des notions de résilience versus des notions de pure efficacité, etc. Où on s'aperçoit qu'en pure efficacité énergétique, c'est souvent plus intéressant de tout recentraliser en mode Minitel. D'ailleurs, finalement, c'est ce qui se passe, parce que les méga data centers, Google, Amazon, etc., recentralisent quand même énormément les données. Ça permet d'avoir plus d'effets de mutualisation, etc., etc. Par contre, un problème par rapport à ça, et là, c'est planète versus people, c'est qu'on on recentralise et on perd la notion d'Internet. Internet, c'est le truc qui est censé pouvoir marcher, même en cas de conflit, même en cas de guerre, de trucs comme ça. On voit bien qu'il y a certains acteurs, dès qu'ils toussent, ça met Internet en rideau. Je me rappelle des déboires de Cloudflare il y a quelques mois ou quelques années, où il y avait eu quelques gros soucis avec Cloudflare. Et ça a quand même fait ça a quand même fait que pendant 2 ou 3 jours, tout Internet était tout pourri, quoi. Et donc OVH qui crame aussi. Alors là, c'était beaucoup plus ponctuel parce que c'est un tout petit data center à l'échelle du monde. Mais voilà, en tout cas, tout remettre tout recentraliser, c'est peut-être écologiquement pertinent, c'est peut-être pas socialement pertinent. Donc voilà, il n'y a pas de réponse absolue. Comme sur tous les sujets environnementaux, il n'y a aucune réponse absolue. Donc, il y a des bonnes pratiques où on sait qu'elles seront plus pertinentes, etc., etc. Par contre, il y a des sujets, l'IA, le edge computing, le truc, le machin, où si on veut vraiment être sûr, il faut faire une vraie analyse de bout en bout. Et donc, aujourd'hui, la seule vraie analyse qui existe, c'est l'ACV ou LCA en anglais, qui vient du norme ISO et qui est la même chose pour faire une analyse de cycle de vie d'un service numérique ou de faire l'analyse de cycle de vie d'une fabrication de je sais pas quoi, d'un téléphone, d'un jeu de cartes, d'une voiture. Voilà, c'est une méthode universelle et du coup, elle permet de comparer les choux avec les choux et les carottes avec des carottes. Merci beaucoup, Jérôme. Je voulais aussi remercier tous les participants. J'ai toujours mon petit niveau d'analyse où vous restez tous connectés jusqu'au bout. Donc, si vous n'êtes pas en train de manger ou si vous n'êtes pas endormi sur votre PC, c'est que ça vous a intéressé. Je voulais remercier aussi ceux qui posaient des questions. J'ai vu notamment Audrey, ça ne m'étonne pas d'elle, qui était très active avec Michael d'ailleurs et une équipe de Daveo et d'AWS. On a co-rédigé un livre blanc. N'hésitez pas à aller voir dans les onglets de publication de Daveo. Il y a plusieurs livres blancs sur le Green IT, le Product Management, éco-responsable, etc. Ça pourra continuer à alimenter la discussion. Merci beaucoup, Jérôme. J'ai eu de la chance de te rencontrer par l'intermédiaire d'Alexandre de Mano Mano lorsque j'organisais avec Michael justement notre talk sur le salon BDXIO. C'est la beauté et la magie de l'écosystème et c'est ces intérêts communs pour le Green IT qui ont fait qu'on était ensemble aujourd'hui. Donc, sincèrement, un grand merci à toi pour ce partage. Et Michael, bien sûr, qui va devenir mon acolyte genre de l'organisation des meet-up pour son plus grand plaisir. Oui. Si vous êtes sympa, on vous mettra le lien du replay sur la page LinkedIn de Daveo, comme le demandait Ava dans le chat. Mais est-ce qu'on aura bien pour transférer à nos collègues? Oui, Ava, tu auras bien le webinaire pour le transférer à tes collègues, même si nous on trouve que c'est quand même nettement plus intéressant d'y participer en live et de pouvoir poser ces questions, mais vous aurez bien le replay. On espère vous avoir donné envie de vous lancer dans le Green IT ou au moins de vous sensibiliser. Gardez en tête bien sûr que il faut désacraliser la chose. On peut tous contribuer à notre échelle, il faut se poser les bonnes questions.
Il faut écouter les utilisateurs, comme nous le disaient Mickaël et Jérôme, et les métiers, mais sans tout développer systématiquement, ou en tout cas simplifier au maximum les features. Choisir le bon langage, tester sur des anciennes machines, qui peut le plus, peut le moins. Choisissez la bonne zone, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme un voyage en avion, plus vous allez loin, plus vous consommez. Et je terminerai par une phrase de Jérôme. Une des bases de l'éco-conception, c'est de ne pas fabriquer d'obsolescence. Gardez ça en tête. Et moi, j'aime bien dire aussi efficacité et simplicité sont les meilleurs amis de nos projets. Ça pourrait paraître bête, mais en réalité, si on part de ces principes-là, normalement, on garde le bon cap. Et si vous avez des projets IT, des besoins d'experts, que ça soit du dev, de l'archi, DevOps, sur toutes les spécialités d'Avoyo, on est bien évidemment là pour vous accompagner dans vos projets. Et Jérôme aussi est disponible sur LinkedIn. Et nous, on est disponible aussi d'Aveo via LinkedIn et sur les formulaires de notre site web. Merci à tous. Merci aux speakers et très bon appétit. À la prochaine. Ciao. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Ciao.